espérerait trouver, ce serait de la fouine, donc les yeux se réverbèrent dans les verts, alors que le renard se réverbère dans les rouges. Pour éclairer même des vaches, la nuit, ça éclaire dans les jaunes. Et le chevreuil, c'est plutôt dans les bleus-verts. Ah, j'entends, écoute, à droite. Regarde, regarde les yeux. Là, elle est là, pile de mon phare. C'est un Éden insoupçonné. Un Eldorado végétal préservé du tumulte de la ville. Une vaste cité enfouie sous la verdure. Au cœur de Paris. Ce lieu de mémoire accueille une faune et une flore de plus en plus abondantes. Le Père-Lachaise est aujourd'hui un écrin de nature où la vie sauvage vient trouver refuge. Entrer au Père-Lachaise, c'est un voyage. Les gens qui se promènent dans ce cimetière découvrent un des plus beaux jardins qui soit. Découvrent un lieu où se ressent le passage des saisons, ce qui est rare dans la ville. On va dans un océan de tombes aller rechercher celle qui nous parle, mais pour cheminer d'une tombe à l'autre, il y a les arbres, il y a les sentiers, il y a les pavés, il y a les visiteurs, il y a les chats qui passent, il y a le cri des oiseaux, il y a les feuilles et les marrons qui tombent ou qui poussent, selon la saison. Et tout cela n'est rien d'autre que l'expression de la vie. Nous sommes dans un réservoir de biodiversité intramuros, pratiquement 44 hectares. Il y a toujours eu une zone boisée. C'est ce qui fait qu'on a cette atmosphère à la fois d'un véritable cimetière et en même temps d'une promenade qui était offerte aux Parisiens dès sa création. J'ai trouvé ce lieu tellement riche en termes de faune et flore que voilà, ça m'a touché au cœur. Et je le trouve véritablement magique, quoi. Il y a 10 ans, on n'aurait pas vu autant d'herbes, ce qu'on appelle folles. Tout était relativement nettoyé. Mais ça correspond d'abord à une époque, à une mentalité, une notion de ce qu'on appelle la propreté. Qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui n'est pas propre? Est-ce que la nature est propre? Est-ce qu'on veut autour de sa sépulture quelque chose qui soit un peu sauvage? Est-ce qu'on l'admet ou pas? Quand vous avez une sépulture nouvelle, il faut remuer la terre. Et c'est un lieu vivant, ça bouge sans arrêt. Donc en fait, il y a des mouvements de terre comme ça, à l'intérieur même du cimetière, qui font qu'on a des espaces tout d'un coup qui vont être dégagés. À côté de ça, il y a aussi toutes les petites jardinières. Quand on vient donc autour de la sépulture des défunts, souvent on met des plantes. Et avec ça, on amène de la terre. En amenant de la terre, on amène des graines. On met des plantes, et les plantes vont quelquefois s'échapper. Et donc participe aussi à la richesse de ce milieu. Maintenant, il n'y a plus de produits phytosanitaires chimiques. On ne fait que des traitements bio. On respecte du coup le sol et les plantes sauvages s'installent et profitent à la faune et à la flore.
public fait partie de cette biodiversité. Il en vient de tous les pays du monde. C'est quand même un signe de diversité. On fait partie de cette faune, on est mammifères. Chaque année, 3 millions de visiteurs se pressent au Père-Lachaise, attirés par ses nombreuses célébrités. Chopin, Proust, Édith Piaf, Montand et Signoret, Apollinaire, Oscar Wilde ou encore Pierre Desproges, tous reposent ici. La sépulture la plus fréquentée est celle de l'icône rock Jim Morrison. Chaque été apporte son lot d'admirateurs venus célébrer l'anniversaire de sa disparition. Le Père-Lachaise, c'est un endroit qui est connu mondialement. C'est un des endroits, le cimetière le plus visité du monde. C'est un des monuments les plus visités de Paris. Moi, je suis fier de bosser au Père-Lachaise. Ça fait bientôt 34 ans que je travaille au Père-Lachaise. Ce qu'on fait, c'est l'entretien basique d'un massif floral en été. Les fleurs fanent, donc il faut les couper. Ça paraît logique de voir une plante avec des fleurs toutes belles plutôt que d'avoir des fleurs sèches ou marron. Donc ça, on les taille. En plus, on fait aussi les mauvaises herbes, entre guillemets, qu'on appelle plus mauvaises herbes maintenant. On les enlève parce qu'elles n'ont pas leur place dans le massif. Il faut quand même que ça reste relativement propre. C'est aussi une forme d'entretien. On fait voir qu'on entretient aussi les massifs, c'est la moindre des choses. Donc il n'y a pas un moment de l'année où le massif n'est pas planté. Le fait d'avoir des herbes qui poussent entre les sépultures, devant, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre pour les concessionnaires qui ont toujours vu un cimetière relativement propre. Mais c'est pour le bien de tout le monde qu'il n'y ait plus de traitement phytosanitaire. Et puis pour les générations qui suivent, c'est la moindre des choses d'arrêter ça, quoi. Après, on voit venir des oiseaux qu'on ne voyait plus, c'est plein d'insectes, on voit tout un tas. Il y a des hérissons, on n'en voyait plus. Bon, pas de lapins, ça, pas encore. Moi, j'en ai vu quand je suis arrivé ici, parce que c'était relativement sauvage encore. Donc, il y avait encore des animaux, des lapins, des trucs comme ça, c'était bien. Ça a disparu avec les premiers traitements et tous ces trucs-là. Bon, ça va revenir. Les animaux domestiques sont interdits dans les cimetières. Seuls les chats sont tolérés. Mais depuis plusieurs mois, au Père-Lachaise, une créature discrète transgresse cette règle. Une chienne malinoise a investi clandestinement les lieux. Nul ne sait d'où elle vient et personne ne peut l'approcher. Le cimetière est son territoire. Il tient du miracle, ce cimetière, avec ses 44 hectares. Le chiffre impressionne. La première fois qu'on y entre, il est totalement à taille humaine. Il est escarpé, il est vallonné, il est le lieu le plus arboré de Paris, intramuros. Il est un labyrinthe, il est un lieu propice à la réflexion et à la méditation. On s'engage dans un des chemins sans savoir quel en est le terme. Et donc, ce cimetière remplit totalement sa fonction, qui est de détourner l'attention d'une réalité matérielle qui est intolérable. C'est la présence des cadavres. On n'y pense pas parce qu'on ne les voit pas. Chaque soir, de part et d'autre des allées désertées,
un silence trompeur gagne le cimetière. Dans chaque recoin, la vie sauvage reprend peu à peu ses droits. Attirés tant par l'abondance des insectes que par les déchets des visiteurs, une vingtaine de couples de corneilles nichent au Père-Lachaise. Depuis le Moyen-Âge, elles sont associées à la mort et à la sorcellerie, à cause du noir de leur plumage. Mais le noir évoque aussi l'origine de la création, les ténèbres précédant la naissance. Les corneilles des cimetières font ainsi le lien entre la mort et la vie. Au cœur de Paris, protégé par son mur d'enceinte, le Père-Lachaise est difficilement accessible aux mammifères sauvages. Pourtant, la faune du cimetière évolue sans cesse. La nuit est le moment le plus propice pour l'observer. C'est riche, hein? Comme c'est un parc qui est non éclairé la nuit, c'est extraordinaire pour beaucoup d'espèces. À la fois les espèces nocturnes qui vont pouvoir chasser et se reproduire, et les espèces diurnes qui vont pouvoir se reposer dans un site non éclairé. Donc c'est vraiment un lieu magique pour ça. Ouais. La chauve-souris. Pipistrelle, sans doute, en vol. Au niveau naturaliste, on voit aussi les différentes pierres. On ne voit pas les mêmes végétaux sur du granit ou sur du marbre, sur du calcaire. Il y a des tombes qui ne sont pas visitées depuis un moment. Donc, en plus, il y a une diversité de minéraux tout à fait artificiels, mais qui amènent une faune et même une flore différente, quoi. Ah oui, superbe, juste là. Donc c'est le mille-pattes qui est le plus rapide d'Europe, qu'on appelle la scutigère véloce. Voilà, donc c'est un très bel animal. Et voilà, scutigère véloce, un très bon prédateur d'arthropodes. C'est un piège lumineux qui, grâce à des ampoules à vapeur de mercure, va émettre des ultraviolets que voient les insectes, contrairement à nous. Donc ces lumières-là vont attirer tous les insectes aux alentours qui vont se poser sur le drap. Et là, ça nous permettra de les identifier, notamment en les photographiant, pour garder une trace de leur présence. Et ensuite, toutes ces observations, on pourra les valoriser dans une base de données pour qu'on en garde une trace et qu'on la partage avec nos autres collègues et amis naturalistes. Un nécrophore littoral, c'est une espèce d'insecte coléoptère, c'est scarabée, en quelque sorte, cuirassé, et qui vit au détriment des cadavres. Donc ça tombe bien, on est dans un site intéressant par rapport à ça. Je pense pas qu'il y ait un lien de lien. Non, là, il trouve d'autres cadavres, style cadavre de rat ou souris. Ou de pigeons. Ou de pigeons. Après le piège à insectes, les deux naturalistes tentent de surprendre la faune nocturne à la lumière de leur phare embarqué. Ce qui est surtout intéressant au phare, c'est de repérer assez facilement les yeux des mammifères. C'est surtout axé sur les mammifères, fouines, renards, hérissons, chats ici. Et ça nous donne une estimation. Ça ne permet pas d'avoir un chiffre précis d'animaux. Ça permet de voir des fluctuations de population. Arrête, regarde devant toi. C'est la fouine, regarde, regarde. Pile dans mon phare. Ah, elle est typée, regarde les yeux. Mais attends, c'est une fouine. Oui. Super. Une belle adulte, en tout cas, nickel.
Martin, t'as vu? Oh. Dès qu'elle baisse les yeux, ils paraissent verts. Hein. Chut, 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 chut. Ça, elle part. Hop, de dos. Oh, très belle queue. Touffue. Elle est partie, elle est entre les tombes, là. Ça y est. Elle s'éloigne. La fouine est une solitaire. Mais elle n'est sans doute pas la seule de son espèce à habiter le cimetière. Comme d'autres animaux, elle trouve ici un excellent refuge. Le Père-Lachaise abrite plus de 70 000 sépultures. Cette immense nécropole nécessite un travail permanent pour maintenir son harmonie. Le temps du souvenir s'entretient chaque jour au présent. La solitude et la discrétion du graveur en font un témoin privilégié de la nature. Nous, on est en contact en permanence avec la faune un peu particulière, comme le malinois. Ça m'est déjà arrivé de le croiser, enfin de l'avoir qui passe juste à côté de moi et ne pas faire attention. Et moi qui me mets à l'appeler, et d'un seul coup, il se faufile, il part et il se glisse entre les sépultures. Il a passé l'hiver ici. Il va se faire un deuxième hiver. C'est ce qu'on dit dans le métier. Si on arrive à passer l'hiver au cimetière, c'est bon, on peut devenir graveur. La main du graveur accomplit la dernière tâche dans l'édification d'une sépulture. Son geste est essentiel. En sculptant dans la pierre le nom du défunt, il marque la trace de son passage sur Terre et l'inscrit dans l'histoire. Nous luttons en permanence contre la mort. Ici, ceux qui sont ici ont perdu ce combat. En ce sens, ils nous devancent puisque nous le perdrons aussi. Et dès lors s'engage une autre lutte contre l'oubli. Et pour lutter contre l'oubli, on a besoin d'artifices. Donc les épitaphes, les ici gît, ici repose. C'est endormi dans la paix du Seigneur, la terre où je dormirai. Et on a recours également à une mise en scène du lieu. On construisait au 19e siècle des chapelles. Il y en a des centaines au Père-Lachaise. Ce n'est rien d'autre que les copies des maisons des vivants. Les morts ont une adresse. Les arbres du cimetière et le relief des sépultures offrent aux oiseaux une grande variété d'habitats. Chaque année, une cinquantaine d'espèces est observée au Père-Lachaise. Deux amis ornithologues en sillonnent régulièrement les allées pour les recenser. On va dire que moi j'ai des très bons yeux, mais depuis toujours, ça baisse un peu. Mais l'oreille, non, moi, c'est pas une grande oreille. On va plutôt dire comme ça. Patrick a une vue extraordinaire, moi c'est beaucoup plus laborieux. Et puis peut-être qu'au niveau de l'écoute, j'écoute peut-être un peu plus. Ouais, parce que moi depuis toujours pratiquement aussi, j'aime bien voir. Voilà, voir. Bon, à la limite, quand j'étais petit, je touchais carrément. Voilà, si je pouvais toucher, je touchais. Maintenant, bon, je touche plus. Mais voilà, c'est comme ça.
Et puis quand on commence à tendre l'oreille, on s'aperçoit qu'on entend beaucoup de choses. Petit à petit, c'est pareil pour le regard, mais enfin le regard et l'audition deviennent affûtés. Et j'ose dire, on va voir plein de choses avec les oreilles. Ah, génial. Le pivert. C'est quand même quelque chose qui parle de la vie, l'ornithologie. Qui parle de la vie, qui parle du vol, qui parle du chant. Ouais, c'est revigorant, l'ornithologie. Alors l'autre aspect qui est aussi intéressant ici, c'est la proximité des oiseaux, qui sont quand même des oiseaux urbains, et qui ont pas peur de l'être humain. Donc on peut avoir une proximité tout à fait étonnante quand on connaît les mêmes espèces en zone rurale. Puis c'est la diversité, en fait. C'est très riche quand même. Donc si on sait regarder, si on sait prendre le temps, à chaque saison, on peut avoir son lot de plaisir. Ouais. Cette année, le rouge que noir, tu l'as trouvé où? Ici, enfin là-bas, dans l'autre division. Les chats, il y a une dizaine d'années, je dirais, il y en avait un certain nombre. Maintenant, ils sont un peu en déclin. Et, moi, je dis un peu heureusement, parce que ça permet à certains oiseaux de nicher au ras du sol. Ça a permis notamment que le rouge-gorge familier niche depuis 2 ans. Avant, il ne nichait pas au Père Lachaise, que de passage. Et là, depuis 2 ans, il niche régulièrement. Pour nous, c'est une satisfaction. D'un côté, les gens qui nourrissent ces chats, qui s'intéressent aux chats, sont un peu... Mais nous, on est contents. Voilà. Le cimetière est un véritable écosystème avec ses propres chaînes alimentaires. Pour dénicher les insectes qui en peuplent le sol, les oiseaux du Père Lachaise explorent en toute innocence la frontière du monde des ténèbres. Le cimetière du Père Lachaise, pour nous humains, on voit en effet des tombes. D'un point de vue animal, c'est un chaos rocheux. Autrement dit, c'est autant de cachettes pour la microfaune du sol et également nocturne pour s'y dissimuler, pour se nourrir. Donc il y a aussi bien des petits acariens, des proches parents des araignées, que des araignées elles-mêmes qui sont des prédateurs. Il y aura des cloportes qui sont des petits crustacés terrestres qui vont vivre au détriment de la matière organique qui vont décomposer. Il y a également des mille-pattes, à la fois des prédateurs, d'autres qui vont décomposer le sol. Donc tout un ensemble d'organismes qui vont participer chacun à leur niveau à la vie de ce sous-sol sous les tombes. Beaucoup d'oiseaux se sont spécialisés dans la capture de ces insectes. Ce qu'adorent les corneilles, c'est soulever les mottes de terre, voire les petites pierres, parce qu'il y a beaucoup d'insectes ou autres petits invertébrés qui s'y réfugient. Ce sont les friandises, donc elles vont les consommer, les capturer, et c'est vraiment un vrai délice pour elles. Ici comme ailleurs, les arbres sont indispensables à la biodiversité. Ils nourrissent les insectes, abritent les oiseaux sous leurs ramures et enrichissent le sol grâce à leurs racines. Symbole de longévité, ils relient le ciel à la terre.
Leurs racines puissantes parviennent à soulever la pierre. Plus de 4000 d'entre eux ont pris possession du cimetière. Les arbres sont les maîtres du lieu. Les érables et les frênes sont les plus nombreux, mais la nécropole accueille plusieurs dizaines d'essences différentes. Tel ce platane séculaire, l'un des plus imposants du cimetière. Depuis 3 ans, de curieux volatiles occupent la canopée, lui donnant une surprenante touche tropicale. Ce sont des perruches à collier. Échappée d'un container de l'aéroport d'Orly dans les années 70, la colonie prospère aujourd'hui dans toute la France. Le Père-Lachaise est le dernier grand parc parisien que les perruches ont investi. Vous entendez ces cris d'oiseaux là dans les parages? En fait, ce cimetière, c'est une sorte d'annexe silencieuse de la ménagerie du Jardin des Plantes ou du zoo de Vincennes. Il y a un monument qui surprend beaucoup, un petit peu plus loin. C'est un pélican de bronze, fièrement campé sur une sépulture. Dans la nature, c'est le père pélican qui nourrit les petits. La religion chrétienne a associé le pélican à la vertu de dévouement. Par ailleurs, on place des chiens en signe de fidélité, quelquefois des lévriers, les très nobles qui attendent le retour de leur maître. Un retour un peu hypothétique. On place également tous les animaux qui vivent la nuit. Parce que le mot cimetière venant du mot grec qui veut dire le dortoir, le lieu où on repose, on a toujours assimilé la mort à une nuit. C'est très rassurant. Le mort s'endort, on l'enterre, mais il va peut-être se réveiller. Et dès lors, si la mort trouve comme équivalent une nuit, pendant que le mort a les yeux clos, sa sépulture est défendue par un gardien qui lui voit la nuit, qui porte l'âme sur l'autre rive, les chouettes, les chauves-souris, les lions, parce que le lion a la réputation de dormir les yeux ouverts. Et donc, il faut toujours trouver une manière, quand on entre dans ce cimetière qui est démesuré la première fois, de l'apprivoiser. Il y a un super point là, tu vas voir, juste en bordure du plateau, avec un peu de canopée, un endroit où j'ai remarqué que ça circulait pas mal. Par ailleurs, avant, je le mettais plus dans le centre du cimetière et j'avais beaucoup moins de contacts, beaucoup moins de chasse. Le Père-Lachaise attire les touristes, mais aussi de drôles de savants. Ces 2 biologistes, spécialistes des chauves-souris, pratiquent l'exploration urbaine jusqu'aux allées sinueuses de la nécropole. C'est mon terrain de prédilection. En fait, moi, j'habite à côté, dans le 20e. Et c'est un lieu que je parcours depuis des années. Ils sont équipés d'un matériel capable de détecter et d'enregistrer les ultrasons émis par ces mammifères volants. En automne, les espèces sont migratrices. Et donc les espèces qu'on enregistre ici, on ne sait pas d'où elles viennent. On sait qu'elles ne viennent pas du Père-Lachaise, que ce n'est pas un lieu de résidence, de reproduction. Néanmoins, on ne sait pas si c'est des migrateurs qui viennent de très loin ou si c'est juste des individus qui sont dans le bois de Vincennes, par exemple, et qui étendent leur aire de chasse jusqu'au Père-Lachaise. Il n'y a pas loin, il y a 2500 mètres à vol de chauve-souris. Mais 2500 mètres de milieu urbain très dense. On avance un petit peu alors Bah écoute, on peut aller là où c'est un peu plus dégagé. Enfin voilà, on va un peu surplomber le massif. Du fait que ce soit un cimetière, il y a une morphologie de paysage qui est très particulière. C'est-à-dire que c'est pas non plus une forêt, parce qu'il n'y a pas de sous-bois. Il y a uniquement une strate arborée. Or, les chauves-souris sont très sensibles à la morphologie du paysage. Et par ailleurs, c'est une enclave urbaine. Donc tout ceci fait que, oui, bien sûr, c'est un contexte très particulier. C'est la hulotte, ça. T'as entendu? Ah non, j'ai pas entendu. C'est la chouette hulotte. Là, ça y est. Enfin, ouais.
Étudier les chauves-souris, c'est très frustrant parce qu'en fait, on étudie leur son. Mais les individus, on les voit pas. Et donc, c'est une manière d'approcher la nature qui est un peu curieuse, enfin voilà, qui passe par des écrans et par... Il y a un traitement du signal avant tout. Ouais, donc en tout, on a eu 2 pipistrelles communes tout à l'heure, une pipistrelle pygmée. Tiens, il y a un nouveau passage de commune. Ouais. 46. C'est arrivé, bon, surtout depuis un an, qu'on nous prenne pour des chercheurs de Pokémon. Ah ouais, des chasseurs de Pokémon, j'avais Ah pas oui, pensé à ça. c'est arrivé plusieurs fois. Carrément, ouais. Surtout qu'on est beaucoup, qu'on est 3 ou 4 dans un village comme ça, Ouais. à chercher un... Alors là, ouais, ça ressemble trop aux Pokémon. S'orientant dans la pénombre grâce à son flair infaillible, un autre mammifère chasse le lombric entre les sépultures. C'est un hérisson d'Europe. La présence de cet animal, désormais protégé, témoigne de la bonne santé écologique des lieux. Au beau milieu de l'automne, l'activité est à son comble. Bientôt le jour des morts. Ici, c'est jour de fête. Car pour la Toussaint, une fleur envahit le cimetière. Le chrysanthème, obligé. Ah bah, le chrysanthème, c'est la plante des cimetières par excellence, hein, depuis la guerre de 14. Hein, là, on ne peut pas passer à côté du chrysanthème. Hein, voilà. Donc tous les ans, la plante qui met en valeur le cimetière, d'ailleurs, enfin les cimetières en général, c'est le chrysanthème. Alors là, ça a beau être la plante des morts, mais c'est une plante superbe. On marque des points à chaque fois. Là, on est applaudi. Ça pète tout de suite. Hein. Ça fleurit à peine planté, et 2 semaines après, c'est en pleine fleur, c'est extraordinaire, c'est des milliers de fleurs et des milliers de fleurs, donc là c'est génial. Aux 4 coins du Père-Lachaise, chacun s'approprie un rituel où le moindre geste exprime une émotion singulière. Ici, tout est question d'équilibre. Entre l'artifice et le naturel, le visible et l'invisible, la vie et la mort. C'est tout le paradoxe de la Toussaint. Pour honorer leur mort, les humains leur offrent des fleurs, symbole de la vie. En parant la nécropole d'un tel festival de couleurs, les hommes célèbrent le cycle de la nature juste avant qu'elle ne s'endorme pour l'hiver. Là, tu as la perruche qui est dans le trou du bas. Oui, tout à fait, oui. Ce qui est curieux dans cet érable-là, c'est que les pics ont creusé pas mal de trous. Et donc, il y a le sansonnet qui est intéressé, la maison charbonnière
et maintenant la perruche à collier. Elle a arrangé l'ouverture de ce nid qui, en fait, je pense, communique. Il y a 3 entrées, hein, donc ils communiquent. Plus ou moins, je pense, au moins les 2 d'à côté, là, ils sont très proches, ça doit communiquer. C'est impressionnant de voir quand même l'envergure de cet oiseau et le trou par lequel elle arrive à rentrer. Elle doit aplatir sa cage thoracique. C'est quand même assez fascinant. Mais ce qui est curieux, c'est que de l'autre côté, il y a 2 autres trous et il y a un sansonnier qui apparemment est intéressé par un trou. Il aménage au fur et à mesure. Ben, le but, c'est d'enlever des débris qui ne lui plaisent pas, d'agrandir un petit peu, parce que là, je pense qu'avec l'humidité et les moisissures et les champignons, je pense qu'il peut nettoyer un peu plus pour agrandir un peu la cavité, quoi, voilà. Mais je pense que la perruche ne va pas supporter trop longtemps des locataires à côté, là. Les 2 amis ornithologues sont plus que jamais à l'affût. Dès le mois de mars, l'activité des oiseaux sort le Père-Lachaise de sa torpeur hivernale. Les premières fleurs jaillissent entre les tombes, attirant les insectes butineurs. L'arrivée du printemps réenchante la nécropole. Et puis là, c'est sympa, parce qu'il n'y a pas encore de feuilles dans les arbres, et vraiment, on les voit super bien. Dans 8-15 jours, là, ça va être un peu plus difficile. Là, c'est la période de rêve pour faire de l'ornithologie. Avec la belle saison, la fréquentation du cimetière connaît un nouvel élan. Parmi les visiteurs, il y a comme toujours ceux qui viennent honorer la mémoire d'un proche. Il y a les curieux qui se promènent dans les allées pour découvrir les célébrités qui y reposent. Il y a aussi les habitués qui y sont attachés par un lien inattendu. Fifi. Fifi. Ce qui me touche chez elle, c'est déjà le fait d'être seule. Fifi. Et puis j'avais peur qu'elle n'ait pas mangé. Et donc je viens la voir 1 ou 2 fois par semaine. Fifi. Je l'appelais Fifi, parce que bon, j'étais un peu démunie. Et puis, voilà, donc c'est Fifi, c'est pas très joli, mais bon, en attendant mieux. Père-Lachaise, c'est un mystère, la mort est un mystère. Et elle est la gardienne du Père-Lachaise. Puis elle est un peu irréelle parce qu'elle ne fait que passer. Elle passe, on ne peut pas la toucher. C'est un nuage et elle est évanescente. Elle fait partie du décor, elle est bien dans le décor. Et je pense que les morts sont contents de la voir, de voir qu'ils ont un gardien, une gardienne. Les vivants aussi. J'espère qu'elle m'attend, c'est ça, j'espère. Mais peut-être qu'on va s'habituer l'une à l'autre, peut-être. Là, je peux la voir qu'à 20 mètres environ. Et j'espère qu'un jour, elle me laissera approcher. Et puis, que je pourrais peut-être même la caresser. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir les initiés du cimetière, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de voir la nécropole comme un organisme vivant, qui a sa respiration, qui a son souffle, qui a ses trépidations, qui à l'automne a les faveurs des médias pendant 2 ou 3 jours, qui après s'endort dans la torpeur de l'hiver, qui à l'été reçoit les flots de touristes. Et cette idée de calendrier annuel, c'est incroyablement rassurant. L'idée des saisons, l'idée du cercle.
Une chose dont nous n'avons peut-être pas conscience, c'est que nous ne portons pas sur ces monuments, sur ces allées, sur ces arbres, le regard que portaient les romantiques qui venaient ici en 1830. Ils se promenaient dans un cimetière neuf, impeccable, dont ils avaient connu les résidents. Nous, aujourd'hui, le temps a passé. Et on constate que les monuments sont constitués d'une pierre friable, qui s'effrite sous les doigts, les noms commencent de disparaître, les tombeaux deviennent anonymes, les stèles accusent des gîtes inquiétantes. La fameuse épitaphe « Le temps passe, le souvenir reste » est complètement fausse. Quand vous passez devant certaines tombes au bout de 150 ans, vous constatez que le souvenir a passé. Et c'est le temps qui est resté. Chaque époque possède sa propre mémoire. Au cimetière du Père-Lachaise, c'est bien le temps qui règne en maître. Au fil des saisons, il laisse s'estomper lentement les souvenirs du passé pour permettre à la vie de se renouveler sans cesse, en un éternel jardin.